Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment complexe, la place de la France dans l'action pour le climat. On a devant nous une pile de documents assez contradictoires. D'un côté, les rapports officiels du gouvernement, de l'AFD, qui dressent un portrait, on va dire, plutôt positif, et de l'autre, des analyses très critiques d'ONG comme Oxfam ou CARE, des interviews d'économistes, qui nous disent que ce n'est pas si simple. Notre mission aujourd'hui, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça. Quels sont les vrais chiffres et qu'est-ce qu'ils cachent? Et pour bien comprendre l'enjeu, il faut partir du cœur du réacteur, la promesse. La promesse des pays riches, dont la France, de financer la transition climatique dans les pays en développement. C'est vraiment le nerf de la guerre de toutes les négociations internationales sur le climat. C'est censé être un grand acte de solidarité, mais en réalité, c'est une source de tension permanente. Chaque chiffre est politique. D'accord, c'est ce qui explique pourquoi tout est si sensible. Alors, commençons par la version officielle, le récit que la France met en avant. On a un communiqué du gouvernement de novembre 2025. Le chiffre est clair. 7,2 milliards d'euros de financement climat fournis en 2024. Ça paraît énorme comme somme. C'est un chiffre important, oui, et le gouvernement insiste beaucoup sur un détail. Sur ces 7,2 milliards, 3 milliards seraient dédiés à l'adaptation. L'adaptation, c'est-à-dire. C'est-à-dire aider les pays à faire face aux conséquences qu'on ne peut plus éviter. Construire des digues, adapter l'agriculture à la sécheresse. C'est vraiment la demande numéro un des pays les plus vulnérables. Donc, annoncer une hausse sur ce point, c'est un signal politique. Je vois. En gros, le message, c'est on vous entend, on met l'argent là où ça compte pour vous. Et l'Agence française de développement, l'AFD, elle est sur la même longueur d'onde, j'imagine. Exactement. Le bilan 2024 de l'AFD parle même de 7,7 milliards d'euros engagés. Ils se félicitent d'avoir triplé leur financement pour l'adaptation depuis 2015. Mais ce qui est intéressant, c'est leur stratégie de fond. Leur mantra, c'est 100% accord de Paris. En théorie, ça veut dire que chaque euro dépensé doit être compatible avec les objectifs climatiques. Et il parle aussi de co-bénéfice, c'est bien ça? Oui, c'est l'idée de faire d'une pierre deux coups. Par exemple, un projet de reforestation, ça capte du carbone, donc c'est bon pour le climat, et en même temps, ça restaure un écosystème, donc c'est bon pour la biodiversité. D'après eux, un tiers de leur financement climat en 2021 avait ce double bénéfice. Pareil pour l'égalité femmes-hommes. L'idée, c'est de présenter une aide intelligente, qui ne se contente pas de signer des chèques. C'est une approche intéressante, même si on peut se demander si en visant tout, on n'affaiblit pas l'objectif principal. Mais cette action ne se limite pas à l'international. En France aussi, il y a des choses qui sont mises en place. Oui, et le gouvernement communique beaucoup dessus. Il y a notamment le fonds vert pour les collectivités locales, les mairies, les régions. Il a été doté de 2 milliards d'euros en 2023. L'idée, c'est d'aider à financer la rénovation de bâtiments, les transports en commun. Et le rapport de performance est assez flatteur. Il parle de plus de 10 000 projets financés. Et avec un effet de levier important, si j'ai bien lu. Pour 1 euro de subvention, ça aurait généré 5 euros d'investissement au total. Les exemples sont concrets, hein. Des écoles rénovées qui consomment moitié moins d'énergie, des friges industrielles qui sont recyclées. Donc sur le papier, au niveau national, ça semble fonctionner. Sur le papier, oui, les indicateurs sont au vert. Mais c'est là que le rapport de la Cour des comptes de septembre 2025 vient jeter un pavé dans la mare. Eux, ils ont regardé la photo d'ensemble. Et elle est beaucoup moins jolie. Ils confirment la baisse des émissions produites en France, ça c'est un fait, plus de 30% depuis 1990, C'est déjà ça, non? c'est déjà ça. Mais le problème, c'est que ce rythme de baisse est en train de ralentir. Et surtout, la Cour des comptes regarde ce qu'on oublie souvent, notre empreinte carbone complète. Ah, c'est-à-dire les émissions liées à tout ce qu'on importe. Les vêtements, les smartphones. Précisément. Et si on inclut ces émissions importées, eh ben le tableau s'inverse complètement. L'empreinte carbone globale de la France, elle, est à la hausse. Autrement dit, on a l'air plus vertueux chez nous parce qu'on a en partie délocalisé notre pollution. L'image d'exemplarité en prend un coup. Ça, c'est une brèche énorme dans le discours officiel. Et ça nous amène tout droit à la contre-perspective, celle des ONG. Et là, on change complètement de ton. Le rapport d'Oxfam et CARE, c'est une bombe. Ils ne contestent pas juste un chiffre à la marge, ils remettent en cause la définition même de l'aide. C'est le cœur de leur analyse. Ils ont développé une méthode pour calculer ce qu'ils appellent la valeur réelle de l'aide. Prenons les chiffres mondiaux de 2022.
Les pays riches ont déclaré avoir mobilisé près de 116 milliards de dollars. Victoire en a dépassé l'objectif des 100 milliards. Sauf que selon Oxfam, la valeur réelle de ce transfert, ce qui a vraiment été donné, ce serait seulement entre 28 et 35 milliards. Attendez, je recalcule. C'est à peine un tiers du montant annoncé. Comment un tel écart est possible? Ce n'est plus une divergence d'interprétation, là. La raison principale, c'est que la majorité de cette aide, en fait, n'en est pas vraiment. Près de 70% de la finance climat est distribuée sous forme de prêts. Et souvent, des prêts à des taux pas si avantageux que ça. Or, un prêt, ça se rembourse, avec des intérêts. Oxfam dit qu'on ne peut pas compter la totalité d'un prêt comme un don. Eux, ils ne comptent que ce qu'ils appellent l'élément don, c'est-à-dire en gros la ristourne par rapport à un prêt classique. Et elle est souvent très faible. Et la France, elle se situe où dans ce système? Eh bien, le rapport la pointe du doigt assez directement. En 2022, 92% du financement climat bilatéral français était composé de prêts. 92%. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que la quasi-totalité de ce que la France présente comme de l'aide, c'est en fait de l'argent qu'il faudra rembourser. C'est exactement ça. On est très loin de l'image de la générosité. Ça change complètement la lecture des 7,2 milliards. L'économiste David Dosso, dans une interview, a une image très forte. Il dit que cette logique transforme l'aide en business, en une recherche de rentabilité. Et le résultat, c'est qu'on alourdit la dette de pays qui sont déjà au bord de l'asphyxie financière. Donc, premier problème, on fait passer des prêts pour des cadeaux. Mais ce n'est pas tout. La deuxième critique, elle porte sur les projets eux-mêmes. L'argent n'irait pas forcément là où il est le plus utile. C'est l'autre question de fond. Comment on choisit? Pourquoi financer un projet ici plutôt que là? L'étude de David Dosso est, sur ce point, sans pitié. Elle montre que l'allocation des fonds répond beaucoup plus à des intérêts géopolitiques et économiques des pays donateurs. Mais ça voudrait dire que l'étiquette climat sert de façade à une politique étrangère tout à fait classique. C'est ce que son étude suggère, ouais. Les exemples sont assez frappants. On voit que la proximité géographique joue un rôle. Le Japon finance massivement ses voisins asiatiques, les anciens liens coloniaux aussi, le Portugal et l'Espagne vers l'Amérique latine. Et pour la France, sur la période qu'il a étudiée, le premier partenaire, c'était le Maroc. D'autres facteurs entrent en jeu, comme le volume des échanges commerciaux. Si un pays est un bon client, il a plus de chances de recevoir un financement climat. La conclusion de Dosso est terrible. La finance climatique reflète aujourd'hui les logiques de pouvoir plus que celles de la justice climatique. Ça donne vraiment l'impression d'un système biaisé à la racine. C'est un constat très dur, et ça nous amène à une question encore plus large, celle de la responsabilité. Exactement. Il y a un document de l'ONG CARE qui recadre bien le débat. Il répond à l'argument qu'on entend souvent, la France est seulement 1% des émissions mondiales. Sauf que, si on regarde les émissions cumulées depuis 1850, depuis le début de l'ère industrielle, la France est le 8e émetteur mondial. Là, l'échelle de responsabilité n'est plus du tout la même. Absolument. On n'est plus un petit acteur, on est l'un des architectes historiques du problème. Et cette responsabilité historique s'ajoute à une empreinte carbone actuelle qui reste très élevée, comme le disait la Cour des comptes. CARE la chiffre à 10 tonnes de CO2 par an et par habitant. C'est bien au-delà de la moyenne mondiale. Et il faut rappeler que l'État français a été condamné 2 fois par ses propres tribunaux pour inaction climatique. La justice elle-même a acté cette défaillance. Au-delà de cette question de responsabilité, les critiques pointent aussi du doigt les angles morts de ces financements. Oui, il y a des oublis qui sont criants. Le premier, c'est le sous-financement de l'adaptation, on en a parlé. Au niveau mondial, l'adaptation reçoit à peine un tiers des fonds, alors que pour certains pays, c'est une question de survie immédiate. Et ça mène au deuxième angle mort, le plus sensible de tous, les pertes et dommages. Expliquez-nous bien ce que c'est parce que le terme est technique, mais il est crucial. Pour être clair, l'adaptation, c'est construire la digue. Les pertes et dommages, c'est quand la digue a cédé. C'est l'argent pour reloger les habitants d'un village inondé, pour compenser la perte de terres agricoles devenues stériles. C'est une compensation pour des dégâts qui sont déjà là et qui sont irréversibles. Et sur ce sujet, les pays riches traînent des pieds parce que ça ouvre la porte à une forme de réparation financière quasi illimitée. On touche au tabou de la dette climatique. Et il y a un dernier angle mort qui est mentionné, c'est l'égalité de genre. Oui, et c'est un vrai paradoxe. D'un côté, l'AFD communique sur le sujet. De l'autre, Oxfam estime qu'au niveau mondial, seuls 3% des financements climatiques ciblent spécifiquement cet enjeu. C'est dérisoire, alors qu'on sait que les femmes sont les premières victimes du changement climatique, notamment dans les pays du Sud. Donc si on fait le bilan, on a vraiment 2 récits qui s'opposent. D'un côté, le discours officiel, avec ses milliards, ses stratégies, ses projets concrets,
Et de l'autre, le discours critique qui parle de chiffres gonflés, d'une aide qui endette et d'une diplomatie qui se cache derrière un vernis écologique. C'est une fracture profonde, et au fond, elle révèle un conflit entre deux logiques. D'un côté, une logique d'investissement stratégique, où l'on aide, oui, mais en cherchant aussi un retour, qu'il soit économique ou géopolitique. Et de l'autre, une logique de réparation qui dit «vous avez créé le problème, vous avez une dette historique, vous devez payer». Ce n'est pas du tout la même philosophie. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cour des comptes, sans prendre parti, apporte un argument purement économique qui pousse à l'action. Oui, et c'est un argument de poids. Leur rapport conclut que l'inaction coûterait bien plus cher que la transition. Rien que pour la France, ne rien faire coûterait plus de 11 points de PIB d'ici 2050. C'est une crise économique majeure. L'argument du portefeuille rejoint celui de la justice. Alors face à ce constat, est-ce qu'il y a des pistes, des solutions qui sont proposées? C'est la grande question. L'économiste David Dosso, justement, avance une proposition assez radicale. Il propose la création d'un fonds international qui serait totalement indépendant. L'idée, ce serait de mettre l'argent dans un pot commun mondial géré par une instance neutre. Et cette instance allouerait les fonds uniquement sur la base de critères scientifiques de vulnérabilité, sans aucune interférence politique. Une sorte d'arbitre mondial de la finance climat pour sortir des arrangements entre États? L'objectif est précisément ça, c'est de soustraire ces fonds aux intérêts géopolitiques pour être sûr qu'un euro pour le climat aille bien là où il est le plus utile pour le climat. C'est une idée séduisante, mais on imagine les résistances. Et ça nous laisse avec une question de fond. Est-ce qu'une telle institution pourrait vraiment réconcilier cette logique d'investissement, chère aux pays du Nord, et l'impératif de justice climatique, qui est vital pour les pays du Sud? C'est sans doute ça le vrai défi.